Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo parce qu'on me l'a demandé, une petite vidéo de calorologie, hein, comme je vous le dis encore. Alors ça fait rire certains, mais ça va pas les faire rire très longtemps puisque c'est une science qui va se développer, alors qu'elle continue à porter ce nom ou qu'elle en change, ça n'a aucune importance. La calorie, la calorologie est en fin de compte la science des échanges énergétiques qui régissent en fin de compte le fonctionnement du monde, qui régissent notre perception du monde, qui régissent nos échanges sociaux et qui régissent ce que nous pensons être en fin de compte nos psychologies et nos cultures. Donc je vais parler dans cette vidéo de calorologie, je vais parler de Trump, je vais parler de la politique, en fin de compte, de Trump, qui est tout simplement une politique pragmatique basée sur les échanges énergétiques et rien d'autre, hein. Toute l'émotion qu'il met dedans, tout le cinéma qu'il met dedans, est en vérité du cinéma fait pour masquer, pour continuer à se faire élire en utilisant l'émotionnel chez les gens, mais en vérité derrière la politique de Trump, il y a de la calorologie et il y a une politique énergétique pure et dure, pragmatique. Donc, Trump est un personnage très particulier, un personnage qui est arrivé au pouvoir sans que réellement personne ne pense qu'il soit élu. Alors lui avait tout fait pour être élu, sans croire vraiment qu'il allait être élu, mais il savait qu'il avait ses chances. Vous avez bien vu que lors de ces élections, on a vu cette déception totale qui a frappé le monde, hein, le monde des médias bien sûr, hein, et la bande à Clinton, hein, Clinton étant en fin de compte un pantin aux ordres d'une puissance, dont je vais parler de certaines puissances, hein, et que l'arrivée de Trump a complètement changé les relations énergétiques et les flux énergétiques qui font vivre les peuples, hein, et a complètement en fin de compte changé la politique mondiale et donc la politique énergétique mondiale et la répartition en fin de compte des puissances dans le monde. Alors il reste bien sûr des pôles particuliers, mais on a vu dans cette élection de Trump, hein, un changement radical de politique américaine. Il y avait l'Amérique avant Trump, qui était l'Amérique de la politique Obama, hein, avant la politique Obama, il y avait la politique Bush, hein, mais derrière ces individus qui avaient quelques revendications sociales différentes, il y avait une politique énergétique similaire et les mêmes acteurs qui étaient derrière et qui dirigeaient ces pantins qui étaient Obama, euh, qui étaient Bush, hein, et qui étaient en vérité des acteurs aux ordres de certaines puissances. Alors, les gens diront il y avait le groupe militaro-industriel américain, oui, mais ce n'est pas la plus grosse puissance, elle était derrière Obama, derrière Trump, derrière Clinton si vous voulez, mais elle est aussi derrière Trump, elle est avec le plus fort toujours, hein, pour que celui-là puisse faire une politique et continue à payer justement le développement et la production des armes américaines pour, un, faire travailler les usines américaines, mais aussi pour maîtriser le monde et, par ces gros canons, imposer une politique mondiale pro-américaine. Mais vous allez voir que tout ça a radicalement changé et que les médias qui étaient aux ordres à la base de ceux qui protégeaient, en fin de compte, qui étaient derrière Obama ou qui étaient derrière Clinton, ne vous ont pas dit la véritable guerre économique qui se passait. Alors que se passe-t-il? Trump, depuis longtemps, veut être président des États-Unis, c'est un challenge personnel, hein. Il a bon fond, hein. C'est quelqu'un qui veut prouver qu'il peut réussir, qui sait qu'il a de la valeur, hein, qui s'est donné comme objectif d'arriver au pouvoir, hein, pour assouvir des fois quelques vengeances personnelles, mais pour pouvoir aussi
créer une Amérique, refaire une Amérique dont il rêvait, hein, relancer une Amérique américaine qui serait centrée sur elle-même, hein, et non sur la domination du monde, tout en restant un acteur, l'Amérique restant un acteur important dans le monde. Qui était derrière Obama? Qui était derrière Clinton, qui n'a pas été élu? Vous allez voir que c'est très simple à comprendre. Il y avait derrière Obama et ensuite derrière Clinton, bien que leur politique sociale soit un peu différente, comme la politique sociale de Bush, hein, il y avait tout simplement ces grosses sociétés à actionnaires, principalement américains, mais aussi des actionnaires des pays du Golfe, hein, des actionnaires un peu d'Israël ou d'ailleurs, ces grosses sociétés actionnaires qui sont à Wall Street, hein, ces grosses sociétés qui possèdent en fin de compte les pétroles conventionnels, principalement du Moyen-Orient. Pétrole conventionnel du Moyen-Orient qui, il se trouve, sont en train de réduire progressivement en quantité et on voit très bien qu'il y a une perte progressive des réserves et qu'il y a un besoin pour ces grosses sociétés et pour les pays du Golfe, hein, de trouver un échappatoire pour ne pas se retrouver ruiné quand il n'y aura plus de pétrole, parce qu'il n'y a effectivement plus de pétrole conventionnel, ou beaucoup moins qu'on ne le pense. Et il y avait un plan qui avait été mené, hein, alors on parle du pic pétrolier, mais on va vous rassurer, il reste beaucoup de pétrole à plein, pour avoir du pétrole à fond la caisse pendant au moins 50 ans, donc ce n'est pas ma génération ni celle de mon fils qui manqueront de pétrole, mais c'est la génération du fils de mon fils qui va en manquer. Hein. Donc on n'est pas du tout dans une crise proche, on est dans une crise plutôt lointaine, hein, si on va peut-être retrouver encore, car il y a maintenant le pétrole et le gaz de schiste. Donc le pétrole, le gaz de schiste, hein, et le pétrole de roche-mère, qu'on appelle, qui est un pétrole beaucoup plus difficile à exploiter et qui est un pétrole où les sociétés américaines indépendantes ont beaucoup d'avance dans leur exploitation. Alors évidemment, on dit que ça pollue, ce qui est vrai, hein, parce qu'il faut fracturer des roches. Alors on le faisait avec de l'eau, maintenant on le fait avec du gaz. C'est moins polluant, mais ça crée encore des dégâts importants. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que la survie des grizzlies ou bien des saumons soit un peu perturbée par l'extraction de ce pétrole et ce gaz n'est rien par rapport au fait que l'on peut faire marcher des automobiles et un pays entier, hein, le faire continuer à marcher et à fonctionner, continuer à faire fonctionner les hôpitaux, continuer à faire fonctionner les centrales électriques, continuer à faire fonctionner les voitures, hein, les gros camions en tout cas, hein, ça c'est ce qu'il y a de plus important et en vérité pragmatiquement les États en ont un peu que foutre, hein, que des grizzlies et les pattes dans du pétrole, du gaz de schiste, ou que les nappes phréatiques soient un peu polluées tant que l'énergie arrive. C'est pragmatique, c'est un peu triste, mais c'est la vérité, mais c'est l'énergie de demain, et les Américains, les sociétés privées, qui avaient été aidées par une taxation faible, hein, à l'époque, cette énergie avait été relancée, alors pour des histoires économiques, hein, histoire de clouer à l'époque d'avant Obama, hein, l'époque de Trump, hein, et avant l'époque à l'époque Bush, donc avant l'époque Obama et avant l'époque Trump, hein, ils avaient relancé cette production pour rajouter du gaz de schiste, hein, pour commencer à inonder le marché, histoire de faire couler la Russie, qui était un concurrent économique qui commençait à s'étendre en Europe, avec l'Allemagne, hein, et à s'étendre aussi sur la Chine avec des aides, des participations, et on voyait naître un empire eurasien qui était une grande menace pour la puissance américaine, pour l'empire américain. Donc, ils ont lancé ça, hein. Ce sont
en Amérique, des propriétaires privés, hein, donc pas beaucoup d'actionnaires, mais des propriétaires privés terriens qui ont financé en prenant des crédits à Wall Street, hein, aux banques, on va dire, aux banquiers, avec un faible taux d'imposition pour pouvoir, en fin de compte, générer des puits de pétrole, de gaz, de pétrole de roche-mère, qui sont des pétroles en fin de compte de gaz des pétroles de schiste, hein, et des pétroles et des gaz de schiste, hein, qui permettaient à l'Amérique, hein, de se relancer en énergie fossile et en même temps d'inonder le marché mondial pour pouvoir clouer la Russie et l'écraser, hein, puisqu'elle ne pouvait plus vendre son pétrole et son gaz à prix élevé comme elle le faisait, lui permettant d'un développement économique. Et là, ils ont réussi à clouer un peu la Russie dans son développement. C'était la base. Mais avec ce développement du gaz de schiste, du pétrole de schiste, les indépendants américains ont pris beaucoup de pouvoir et sont devenus, ils étaient déjà millionnaires, archi-millionnaires, hein, et ils sont devenus des milliardaires, ils ont augmenté en puissance, mais ils étaient endettés à Wall Street. Mais c'était très valable pour eux puisqu'ils avaient un faible taux d'imposition. Mais tout ça avait été bien sûr calculé puisque, on va dire, en affaires il n'y a pas d'amis, hein, ça avait été calculé pour les ruiner, hein, et pour en fin de compte récupérer leurs puits de gaz et de pétrole non conventionnels, de gaz de schiste et de roche-mère, hein, donc leur pétrole, leur gaz de schiste, hein, parce qu'ils étaient endettés. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Des organisations privées écologistes, communes, vertes, ont été financées en fin de compte par les pétroles conventionnels qui appartiennent à des grosses sociétés à actionnaires et qui gèrent le Moyen-Orient et le monde avec leurs gros canons, hein, pour pouvoir couler tout simplement les producteurs de gaz de schiste américain, de pétrole de schiste, hein, en faisant en sorte qu'il y ait une très mauvaise opinion de ce pétrole et de ce gaz qui effectivement est polluant, et en relançant une taxation sur ces énergies fossiles, ce qui fait que les producteurs privés allaient faire faillite et ces puits allaient être rachetés à bas prix, pas par ceux qui ont innové les techniques et qui ont créé ces puits, donc des particuliers, comme dit des JR Ewing ou des Bobby, des Bobby ou JR Ewing, hein. C'est des particuliers qui se sont enrichis et qui avaient on va dire, des taxations qui étaient avantageuses, et ces taxations ont été augmentées sous la pression des écologistes qui sont de bonne foi, mais qui ont été financés par les pétroles et les gaz conventionnels du Moyen-Orient, qui appartiennent aux Américains en partie, pour pouvoir simplement couler ces gaz de schiste et ces pétroles de schiste et être rachetés, car ces pétroliers du Moyen-Orient, hein, savaient très bien qu'ils n'en avaient plus pour très longtemps, qu'ils allaient bientôt faire faillite. Et ils pensaient racheter justement à bas prix pour se relancer sur le pétrole et le gaz de schiste, et justement abandonner ce pétrole conventionnel qui sera bientôt qu'un souvenir, et il n'y aura bientôt que des énormes gisements de pétrole non conventionnel, plus difficiles à extraire, mais maintenant nous avons la technologie, les Américains ont 15, même 20 ans d'avance sur la technologie. Donc il y avait une guerre américano-américaine entre les grosses sociétés actionnaires du Moyen-Orient et les pétroliers et gaziers de schiste indépendants, hein, les bons Américains, hein, du cru, hein, qui étaient en train de se faire ruiner. Et c'est eux, quelque part, qui étaient derrière Trump, hein. Vous ne l'avez pas su, mais ils étaient derrière Trump. Alors ils étaient indirectement, puisque Trump était quelqu'un qui agit d'une façon instinctive, hein, qui ne prépare pas, qui observe, et qui par sa grande intelligence analogique analyse, et en fin de compte agit en fonction du moment. Il n'a pas un calcul, il a un calcul à long terme, mais il sait que tout peut varier un peu, comme la mentalité russe. Bien sûr, il s'est allié indirectement avec les Russes, qui ont vu en Trump une façon justement de briser les ennemis des Russes au niveau énergétique, qui étaient les pétroles et les gaz conventionnels, qui en général voulaient approvisionner l'Europe, hein, qui approvisionnaient l'Europe avec leur gaz, et qui était une concurrence pour les Russes qui eux-mêmes approvisionnent avec leur gaz l'Europe, hein, mais aussi la Chine au passage, hein, donc ce sont des concurrences. Donc la Russie a vu d'un bon œil l'arrivée de Donald Trump, comme les pétroliers non conventionnels, les gaziers non conventionnels des roches de schiste américains qui étaient derrière lui, hein, et qui ont fait en sorte qu'il avait quand même des appuis
de, en moins, lui faciliter au niveau des médias et de la gestion Internet, en partie, mais il y a beaucoup, ça s'est joué sur beaucoup d'endroits, hein, les réseaux sociaux, de lui faciliter la vie pour qu'il monte, puisqu'on avait affaire quand même à des Américains, à des sociétés de pétrole conventionnel qui quand même dirigeaient le monde et les intérêts américains avec de gros canons en générant des guerres et en écrasant des oppositions pour continuer à extraire le pétrole du Moyen-Orient et d'ailleurs d'Afrique aussi, hein, en imposant justement l'achat en imposant leurs firmes là-bas et en régnant avec leurs pétrodollars. Mais voilà, Trump est arrivé et Trump, qui normalement est arrivé, et l'Amérique qui normalement maîtrisait le Moyen-Orient, a été laissé à qui? Aux Russes par Trump, et on a vu un retrait progressif des Américains du Moyen-Orient, tout simplement parce que les firmes américaines du Moyen-Orient sont les ennemis des firmes de pétrole américaines, de roche et de gaz de schiste sur le territoire américain. Donc, pour clouer ces producteurs et laisser la Russie monter au Moyen-Orient, l'Amérique s'est reculée, a laissé Poutine, Trump, donc a laissé Poutine s'occuper du Moyen-Orient. Donc on a vu un revirement dans la politique, on va dire, du Moyen-Orient et de l'Europe et de la Turquie. La Turquie a perdu, si vous voulez, son allié américain, et on a vu la Turquie s'allier exceptionnellement avec la Russie, qui était devenue par l'action de Trump le maître du Moyen-Orient, puisque Trump s'est retiré du Moyen-Orient. Alors, il s'est retiré du Moyen-Orient pour laisser les Russes agir, parce que Trump a une politique de retour sur l'Amérique, hein, construire une grande Amérique de nouveau, hein. Donc, le but de Trump, c'est de prendre le pétrole en Amérique et d'exploiter les gisements américains qui sont énormes, hein, de pétrole et de gaz non conventionnels, donc de schiste, qui sont maintenant au point, et à ce moment-là, de relancer l'économie américaine avec du pétrole américain, de relancer cette économie en produisant en Amérique, en arrêtant de faire produire en Chine des produits à bas coût, hein, en remettant les entreprises américaines en Amérique pour relancer l'économie, et l'Amérique deviendrait une espèce d'État principalement centré sur elle-même, les USA, hein, et en même temps sur l'Amérique du Sud, bien sûr, hein, puisqu'elle reste dans son aire. On voit une espèce de recentrement, hein, de l'Amérique sur son aire territoriale en se retirant un peu du Moyen-Orient et en coulant les ennemis des gaz conventionnels et des gaz non conventionnels et des pétroles non conventionnels qui étaient les gaz de schiste, qui étaient les gaz et les pétroles non conventionnels du Moyen-Orient. Donc, nous avons une destruction quasiment totale, partielle, importante de ces grosses sociétés, un développement énorme des sociétés privées qui gèrent le gaz et le pétrole de schiste et qui sont américaines, un recentrement des économies de productivité, la productivité pour ne pas faire de chômage, hein, justement pour créer du travail, pour occuper le peuple américain avec l'énergie américaine et occuper, donc les gens pourront travailler et consommer avec l'énergie qui vient justement du sol américain, du sol des États-Unis, l'Amérique devenant une espèce de puissance autarcique, n'ayant plus besoin de ponctionner le monde. Mais l'Amérique gère encore à des alliés, hein. C'est pour ça que Trump, dans sa politique, tout le monde n'a pas compris, hein, ce qui s'est passé, mais quand il a dit qu'il mettait son ambassade à Jérusalem, c'est pas du tout pour imposer une politique américaine dans le Moyen-Orient, c'est pour indiquer aux Israéliens et aux Juifs d'Amérique qui sont très puissants qu'ils n'abandonnent pas les Israéliens qui étaient un peu instrumentalisés par l'Amérique. Alors chacun s'instrumentalise, hein, ça arrangeait aussi les Israéliens,
pour gérer ce Moyen-Orient avec ces grosses sociétés de pétrole américaines qui géraient. Et donc Israël était un peu une base américaine, comme la Turquie était une base américaine. Donc Trump vient installer son ambassade à Jérusalem en disant nous sommes ici, nous faisons ça, ça fait chier tout le monde, ça va faire chier les Palestiniens, ça fait chier tout le monde, mais nous montrons que nous n'abandonnons pas Israël, même si nous abandonnons la politique économique que nous avions, et en fin de compte de mainmise par les gros canons, hein, sur le Moyen-Orient. Alors la Turquie, elle, a changé complètement de bord, qui l'eût cru, hein. D'ailleurs c'est indiqué par les gens qui font de l'eschatologie, qui étudient un peu justement tout ça, hein, que un jour la Russie serait avec la Turquie ou serait en Turquie. Effectivement, nous avons vu les deux ennemis héréditaires pour des questions économiques, qui fait de la calorologie le comprend, puisque la Turquie est à la base un pivot douanier, on préserve des taxes, hein, on bloque, les Turcs, ils gèrent tout ça, hein, ils prennent des taxes sur ce qui vient du Moyen-Orient par la terre, ou ce qui vient de Russie ou du Moyen-Orient ou d'Orient par la mer en passant par le détroit de Beaufort. C'est un pays qui s'est bâti sur ce passage par une grosse armée, par une grosse administration, hein. Les Turcs sont une administration et une armée qui gère en vérité des passages et qui fait payer les énergies aux gens qui les amènent de l'Orient vers l'Occident, ou de la Russie et de l'Orient vers la Méditerranée, hein. Ça s'est basé là-dessus, c'est pour ça que l'Empire turc est énorme. À la base, une grande puissance, l'Empire ottoman, c'est pareil maintenant, hein. C'est l'Empire ottoman qui était basé en fin de compte sur une armée et une administration faisant payer des droits de douane à tous ceux qui voulaient faire du commerce, parce que c'est le pivot central du commerce entre l'Orient et l'Occident. Bien sûr, maintenant, la Turquie doit se mettre avec la Russie. La Russie qui a pris une part de l'Ukraine pour tout simplement accéder à la mer Noire et par là, avec ses accords avec la Turquie, accéder au commerce avec la Méditerranée, donc permettre à la Russie de maîtriser cet endroit, aussi pour maîtriser des acheminements énergétiques, hein. Et on voit que la Russie maintenant bloque le passage des énergies en Syrie qui viendraient du Moyen-Orient, des sociétés américaines ennemies aux sociétés américaines, territoriales américaines de gaz et pétrole de schiste, hein, les pétroles et les sociétés actionnaires des pétroles et gaz conventionnels sont dans la mer, hein. Et la Russie domine et est alliée maintenant avec la Turquie. Changement, tout ça parce qu'il y avait une guerre économique entre deux puissances énergétiques américaines qui, en fin de compte, maintenant une a perdu, hein, et l'autre a gagné. Et celle qui a gagné, c'est celle où tout le monde pensait qu'elle allait perdre, hein, donc les petits actionnaires indépendants des pétroles et des gaz non conventionnels. Donc on voit que la politique mondiale a complètement changé, que la Russie maintenant est alliée avec l'Amérique, alors on ne le sait pas, mais elle est alliée avec l'Amérique, que la Turquie maintenant avec la Russie, et que l'Amérique se recentre sur son aire géographique, hein. Elle ne s'impose plus par les canons. Alors elle continue à s'imposer par exemple chez les Saoudiens, vous avez vu récemment, hein. Pourquoi ? Parce que les Saoudiens ont encore très fortement une armée qui a été mise en place par les Américains, et pour pas, les Américains leur ont dit de toute façon on va vous destituer si vous nous achetez pas plein d'armes, hein, avec ce que vous gagnez avec le reste du pétrole, hein, et ben on va vous mettre une opposition au pouvoir, on va vous massacrer, alors achetez-nous plein d'armes, hein, et tout ira bien. Donc maintenant, l'Arabie Saoudite et le Moyen-Orient, en général, sont prises à la gorge par les Américains, par Trump, hein, c'est ses anciens ennemis, hein, c'est les ennemis des groupes de pétrole non conventionnels, et il les force, avec les bénéfices du pétrole, à acheter énormément d'armements aux États-Unis, tout simplement pour faire fonctionner le complexe militaro-industriel américain, hein, qui
maintenant, n'a plus trop de boulot à jouer dans la région, hein, mais il faut le maintenir en vie. Donc ça va être le Moyen-Orient qui, avec ses dernières cartouches, va faire fonctionner le complexe militaro-américain et on va les forcer à acheter plein d'armes, hein. D'ailleurs, on voit que l'Amérique les force aussi. Alors, ça avait été instauré depuis longtemps, mais on a vu un changement radical en Arabie Saoudite, hein. Ça, c'est les Américains qui l'ont décidé pour se venger, c'est Trump qui a décidé ça, hein. C'est une guerre entre Américains, hein. Et on voit qu'il force les Saoudiens maintenant à s'ouvrir au niveau culturel, hein, à faire conduire leurs femmes, à faire venir du coca, à essayer d'ouvrir les Saoudiens qui n'ont pas d'autre choix que de commencer à vivre à l'américaine, un peu, hein, même si vont progressivement s'effondrer, parce que l'Amérique les met, de Trump, les met un peu à l'amende et les punit un peu d'avoir été les ennemis de Trump, hein, de Donald Trump, en étant les amis de Clinton. Donc, il faut comprendre que c'était une guerre américano-américaine. Donc voilà la politique de Trump, hein, au Moyen-Orient et mondiale. Alors, quand Trump tire un peu aussi les oreilles à Merkel, hein, c'est parce que Merkel avait, à l'époque, hein, Merkel jouait double jeu et Merkel était avec les Russes. Et si vous voyez Trump actuellement qui tire les oreilles à Merkel, c'est tout simplement qu'il est en train de prévoir de baisser les subventions pour l'OTAN. Il en a marre, ça le fait chier, à moins que l'OTAN achète des armes américaines pour faire marcher le complexe militaro-américain et créer de l'emploi aux États-Unis, maintenir en tout cas des emplois, parce que c'est le but, hein, de l'Amérique, hein, produire et consommer pour maintenir les emplois et ne pas mécontenter le peuple, hein. Donc, ils sont en train de tirer un peu les oreilles aux Allemands qui étaient et qui jouaient double jeu. L'Allemand est un traître de nature, puisque l'Allemand ne travaille que pour l'Allemagne, et quand il fait l'Europe, il fait en vérité la grande Germanie en enculant tous les benets des pays qui pensent être dans l'Europe et qui sont en vérité en Germanie. Et l'Amérique de Trump est en train de progressivement tirer les oreilles aux Allemands en disant on n'a pas besoin de payer autant d'argent à l'OTAN, vu que vous êtes avec les Russes étant les nouveaux alliés des Américains, une espèce de paix mondiale grâce à Trump, hein, mine de rien, c'est un ange du bien puisque nous n'allons pas avoir de guerre, hein, ça je l'ai dit, hein. Tout ce que j'ai dit là, je l'ai dit avant dans d'autres vidéos, et c'est arrivé, hein. Donc on me critique de ne pas avoir de diplôme et que plein d'économistes peuvent me mettre en PLS, sauf que personne ne peut contredire ce que je dis, ce que je vous annonce là, c'est des choses que vous pouvez trouver partout et c'est la réalité vraie, ce n'est pas du délire de médias aux ordres d'une puissance quelconque, c'est un individu indépendant qui vous explique les flux énergétiques. Donc on se retrouve avec Trump qui tire les oreilles à Merkel, à l'Allemagne, qui jouait double jeu et qui est allié avec la Russie, comme je vous l'ai dit, parce que Merkel et l'Allemagne modernisent, en fin de compte, l'économie de marché, l'économie privée russe, en modernisant son système industriel, hein, et en modernisant son système agricole, en rachetant en partie les entreprises ukrainiennes, parce que les Ukrainiens ont un contentieux historique avec les Russes, puisque les Russes ont massacré, on va dire, ont exterminé plusieurs millions d'Ukrainiens par la famine pendant la Seconde Guerre mondiale, ou un peu, je ne sais plus avant, mais il y a un contentieux énorme qui est basé sur le sang des hommes, donc ils ne veulent pas, comme l'Ukraine est un pays très riche, la Russie avait prévu de faire moderniser l'Ukraine par l'Allemagne. L'Allemagne est spécialiste de la modernisation, hein, et par société interposée, elle prend possession de nombreuses usines en Russie. Alors ils protègent la Russie bien sûr, mais de part active dans on va dire dans des industries et dans l'agriculture pour moderniser. Les Allemands sont des ingénieurs, ils modernisent un peu les États, mais l'État russe reste derrière et maîtrise l'armée et les acheminements, les routes et tout le système éducatif. Mais ils sont très très mauvais par la structure dans le privé, donc et dans la législation privée. Donc l'Allemagne venait et s'installe maintenant en Russie pour moderniser toutes les infrastructures privées, industrielles et agricoles, ce qu'elle fait aussi en Ukraine, pour que l'Ukraine travaille à 400 ou 300 euros par mois pour les classes moyennes
russe en produisant des pâtes, des berlines pas chères allemandes par exemple, hein, qui seront importées à Moscou tout simplement. Et en échange, la Russie fournit du gaz à l'Allemagne. On voit les gazoducs, hein, le gazoduc du Nord qui vient d'être achevé il n'y a pas tellement longtemps et qui fait que maintenant l'Allemagne dépend énormément de la Russie. C'est ce que Trump disait, hein, la mise en valeur, tout simplement parce que Trump est en train de jouer un petit mauvais coup à l'Allemagne pour relancer les industries américaines. Et il va bien sûr taxer à fond les importations de bagnoles et les importations venant d'Europe pour tout simplement relancer, hein, c'est un patriote pur et dur, Trump, l'industrie et les productions américaines en coulant un peu les industries européennes qui vendraient en Amérique. Donc il va bientôt augmenter les frais de douane pour l'Europe, hein, vous inquiétez pas, c'est prévu, vous allez l'avoir dans le cul, c'est pas grave, l'Allemagne vendra à la Russie, et bien sûr la Chine est là-dedans pour continuer à produire des trucs pas chers, du plastique de mauvaise qualité, des produits de consommation merdeux, des textiles pas chers, des habits de merde, et tout ce qui est bon pour les pauvres ou qui coûte pas cher, hein, pour produire en grande quantité pour l'Eurasie et au passage l'Amérique, mais progressivement l'Amérique a prévu quand même d'investir plus en Amérique du Sud et aussi en Amérique, hein, parce que les Chinois étant les Chinois, ils jouent pour leur gueule, hein, et ils commencent, eux, à vouloir envahir l'Afrique, hein, parce qu'ils ont vu qu'ils commençaient à être limités sur leur territoire, et que la production, il y aura toujours des productions pour l'Amérique, mais que l'Amérique est en train de taxer, de se recentrer grâce à Trump sur une véritable politique patriotique de production locale, et de production aussi en Amérique du Sud, bien sûr. On voit quand même que ceux qui devaient partir sont quand même revenus, hein, les industriels, et que le territoire politique et le territoire économique américain, grâce à Trump, redevient l'Amérique et l'Amérique du Sud. Et il laisse le Moyen-Orient aux Russes, et l'Europe se retrouve un peu dans un grand écart. Qu'est-ce que je fais, avec qui je suis? La France était avec le Qatar et le gaz Qatar. Le gaz Qatar était quand même sous autorisation américaine, et que toutes ces grosses sociétés actionnaires de pétrole et gaz conventionnel l'ont dans le cul, puisqu'ils ne vont pas pouvoir, en fin de compte, racheter et voler, en faisant faire faillite, voler les pétroles et gaz de schiste. Alors, l'Amérique, pourquoi l'Amérique de Trump est avec la Russie aussi? Parce que l'Amérique de Trump, hein, a, au niveau de la production du gaz de schiste, hein, on parle énergétique, hein, calorologie, et en avance de 15 à 20 ans sur cette production. Il y a d'énormes bassins gaziers et pétroliers en Sibérie centrale et orientale, c'est des réserves énormes, et qui est-ce bien sûr qui va moderniser et s'occuper de l'exploitation de ces zones où on trouve, en fragmentant les roches, une quantité énorme de gaz et de pétrole dans cette Russie sibérienne? Et bien ce sont les industries américaines qui vont prendre un pourcentage et qui vont moderniser, en fin de compte, la Russie. Donc il y a une alliance russo-américaine, il y a une alliance russo-allemande, hein. Il y a l'Amérique qui commence à dégager les Allemands pour les bagnoles et qui commence à aussi dégager un peu la Chine pour reproduire chez elle, hein, et à produire son propre pétrole et gaz. Mais il y a aussi l'Amérique qui est leader dans ces énergies fossiles qui sont nouvellement exploitables, hein, qui n'étaient pas avant, et qui va s'occuper en fin de compte de la modernisation de tous les gisements du monde, hein, et qui, avec l'accord russe, pour le moment les Russes ne trahissent pas encore, mais ils peuvent, si jamais ils arrivent à avoir leur propre technologie, mais ça ne les intéresse pas forcément, eux préfèrent gérer avec l'armée de grands territoires, hein, et acheminer et continuer leur business d'État, hein, de vente de pétrole et de gaz conventionnel et non conventionnel, bien sûr. Donc on voit quand même un changement total, hein, et que la Russie et l'Amérique sont quand même alliés, hein, pour l'exploitation de certains types de gisements où l'Amérique est vraiment performante dans son extraction. Donc, tout ce que vous pouvez voir sur l'émotionnel, alors j'avais des gars qui venaient en me disant, oui, regardez, il va y avoir la guerre entre, comment il s'appelle, Kim Jong-un de Corée. Alors, Kim Jong-un de Corée est tout simplement un pantin, hein, qui obéit, et
ça je le disais, je dis mais non, ça va être la paix, ce sont des copains. Hein, et les gens ne me croyaient pas. Et mais non, c'est des copains. Kim et Trump sont des copains, et Kim fait le fanfaron uniquement pour donner à Trump, qui vit dans un monde de paix maintenant, si vous voulez, un monde de bisounours, hein, puisqu'il y a la grande paix mondiale, et pour donner à Trump une image virile, n'oubliez pas que Trump était un roi de la télé-réalité, hein, une image virile, en faisant le mec qui tape du poing sur la table, et qui vient, à ce moment-là, corriger Kim, en lui disant « Arrête de faire chier le monde, nous les Américains, on va te péter la gueule ». Ça, c'est du cinéma, c'est la spécialité de Trump, hein, c'est un acteur de télé-réalité, mais qui est en vérité un Américain patriote. Hein. Ce qu'il fait, il le fait pour son pays, c'est un Poutine américain, hein, si vous voulez. Hein. Ce sont deux grands hommes, hein, deux grands hommes. D'ailleurs, c'est le copain à Poutine. Hein. Et en fin de compte, Kim fait du cinéma pour que Donald Trump ne soit pas traité de lâche, de mauvais garçon, tout ça, et il est l'acteur, il est celui qu'on corrige, qu'on fait semblant de corriger et menacer, pour donner une valeur virile et guerrière à Trump qui permettra à l'Américain moyen de revoter pour Trump, parce que c'est un mec viril, c'est un vrai mec. Alors qu'en vérité, la paix est là. De la même façon que Assad et la Syrie, Trump avait envoyé, je crois, 39 Tomahawk sur une piste d'avion. Alors, ce qui s'est passé tout simplement dans l'histoire, c'est que la bande à Clinton, hein, essaye de discréditer Trump. Je vous explique la politique mondiale, hein, c'est 40 minutes à peu près, ça part dans tous les sens, mais c'est la base, hein, ce que je vous explique. Ils essaient de salir Trump, de discréditer Trump en disant qu'il ne défend pas les droits de l'homme et les victimes, en créant justement des attaques chimiques qui existent en partie, puisque c'est facile de monter un groupe tribal contre un autre, hein, on le paye, on lui donne, comment ça s'appelle, le gaz moutarde, merde, je ne me souviens plus, on en trouve dans des émanations, il y en a dans l'eau de Javel, il suffit de mélanger, bon, je ne me souviens plus de la composition exacte, hein. C'est très facile, du chlore, voilà, des émanations de chlore chauffées avec d'autres produits chimiques, hein, et on dit que la guerre chimique est honteuse et que Assad a fait ça, et que, en fin de compte, ce sont la bande à Clinton qui paye des types pour tuer leurs ennemis, hein, et en fin de compte, on va dire après que Trump, le président, n'agit pas. Hein. Et ben Trump a trouvé le moyen, il appelle Poutine qui appelle Assad, Assad libère une piste, vire les avions, un aérodrome, un militaire qui ne sert pas trop, et on met 2-3 avions pourris dessus, et on envoie 39 Tomahawk aux frais de la marine américaine, et on dit que Trump a agi en homme viril pour tirer les oreilles à Assad, qui aurait balancé du gaz. Alors on sait très bien que ce n'est pas Assad qui a balancé du gaz, que ça a été instrumentalisé, que des innocents sont effectivement morts, et qu'on a simplement monté des tribus les unes contre les autres pour qu'ils se niquent en les payant très cher, hein, quelques milliers de dollars, des fois il ne faut même pas les payer beaucoup, hein, pour pouvoir en fin de compte salir Trump par son inactivité et son inaction en cas de problème. En réalité, c'est simplement pour essayer de faire... essayer de montrer que Trump n'agit pas, mais Trump a joué la comédie, hein, du mec qui agit en appelant Poutine, Poutine appelant Assad, Assad libérant une piste, Trump envoyant des Tomahawk, 39 je crois, c'était 39 je crois, hein. On me corrigera, certaines personnes le savent, hein, pour faire une fausse attaque américaine, pour redorer le blason de Trump, qui était en fin de compte sous une tentative de déstabilisation par la bande à Clinton des pétroliers non conventionnels qui se voyaient en train d'être détruits. Ils ne sont plus rien du tout. C'est pour ça que les Saoudiens commencent à investir partout, il n'y a pas de problème. Le même problème s'est passé, hein. Vous voyez ils essayent de le déstabiliser, là ils essayent moins de le déstabiliser parce qu'ils voient que ça ne marche pas, hein. C'est un grand acteur qui sait jouer avec ses alliés, hein. La même chose en Afghanistan, Trump, pour faire le mec viril alors qu'il n'y a plus de guerre, a envoyé un Big Boy, je crois, donc c'est une des plus grosses bombes conventionnelles non atomiques, donc, hein, une bombe en Afghanistan pour, paraît-il, combattre des talibans ou des terroristes, hein. On rigole bien parce qu'ils ont dû virer, en fin de compte,
personne n'est là pour filmer, eux étaient là pour filmer, pour montrer la bombe, hein, pour montrer que Trump est un mec viril, hein, parce qu'on essayait de le déstabiliser, il dit regardez je suis viril, et ils ont viré d'une, on va dire, vallée d'Afghanistan tous les chevriers, hein, et tous les pasteurs qui devaient être là, ils les ont dégagés, ils partaient aujourd'hui, et ils ont envoyé la plus grosse bombe non conventionnelle là-bas, en fin de compte dans un désert de caillasse, hein, et ils ont dit qu'ils avaient bombardé de vilains terroristes talibans, je crois, ou je me souviens plus, hein, qui étaient des dangers pour l'Amérique et qui combattaient en fin de compte ça. En vérité, il n'y avait rien, il n'y avait personne. C'était une façon de dire nous sommes, nous les Américains, de grands guerriers et nous défendons notre pays contre les terroristes, histoire de faire voter l'Américain moyen contre Trump, pour Trump. Voilà. Donc voilà comment se passe la politique américaine. Voilà comment est la situation mondiale. Nous avons maintenant une alliance germano-russe, hein, les Allemands modernisant les structures privées et industrielles et agricoles russes, les Russes envoyant leur énergie aux Allemands, hein, donc ils vont récupérer des berlines, ils vont récupérer plein de trucs, hein, plus ils vont avoir une industrialisation performante, déjà plus performante, parce que les Russes, hein, sont ce qu'ils sont dans le privé, ils vont toujours essayer de se niquer les uns les autres, hein, mais à l'armée, quand ça marche à coup de trick, ils fonctionnent très bien. Hein. Et ils vont récupérer aussi l'Ukraine, les Russes, par l'intermédiaire des Allemands qui vont récupérer l'Ukraine sans le dire aux Ukrainiens, donc on voit une puissance qui s'étale, on voit une Turquie qui reste dans son coin, mais qui a perdu en fin de compte son alliance avec la Russie, elle reste un peu avec les USA. Hein. Nous avons un Moyen-Orient qui tombe en fin de compte, qui est bloqué et qui est en train de progressivement, qui va vider son pétrole, mais qui va progressivement se dégrader, ces grosses industries, ces gros pétroliers conventionnels vont doucement tomber, ils vont rester en vie bien sûr parce qu'ils sont milliardaires, mais ils vont perdre leur hégémonie mondiale au profit des pétroles et des gaz non conventionnels de schiste qui eux sont la grande puissance qui était derrière Trump, qui sont en train de monter. Et la Chine, elle de son côté, va continuer à produire un peu de plastique pourri, des produits pourris, va être encore dans le commerce pour les pauvres en envoyant tous les tricots, tous les crayons, tous les trucs, pas forcément aux technologies, hein, et elle va progressivement essayer de s'emparer de l'Afrique, hein, l'Afrique qui est un pays, qui est une région énorme, hein, sur lesquelles quand même la Russie est en train de lorgner, la Chine essentiellement, et les Américains sont encore là parce qu'ils ont encore besoin de certains produits africains. Mais l'Afrique va être le problème qui va venir, hein, bientôt, hein, problème qui va sûrement être résolu, problème de surpopulation à cause du développement en fin de compte, technologique de l'Afrique qui génère une surpopulation, hein, et l'Europe va devoir aussi bloquer ses frontières. Il faut savoir que, tiens, au niveau de la politique internationale, si, le dernier petit truc, si Merkel avait autorisé les migrants à rentrer, hein, il y avait une politique pour faire rentrer beaucoup de migrants africains et syriens, et surtout africains en Europe, c'était en fin de compte un désir de Obama, donc de la bande aux pétroliers et gaziers, de diminuer la puissance européenne, hein, tout simplement, et la puissance allemande, hein, d'avoir une mainmise sur l'Europe, hein, de continuer à avoir cette mainmise en affaiblissant l'Europe pour ne pas avoir une concurrence économique et productive de l'Europe. Hein. Par exemple des bagnoles, l'Europe est une puissance quand même de production et d'ingénierie. Hein. Donc on allait envoyer énormément de migrants pour, en fin de compte, déstabiliser, et on obligeait l'Europe, l'Amérique d'avant Trump, obligeait l'Europe à accepter des migrants pour, en fin de compte, affaiblir l'Europe pour qu'elle ne soit pas une concurrence industrielle et commerciale à l'Amérique. Avec Trump, ça a changé, mais à l'époque, l'Allemagne jouait double jeu. Hein. Merkel disait oui, hein, pour les migrants, mais elle finançait en douce par les aides européennes des pays comme la Hongrie pour faire des murs, en fin de compte, pour bloquer l'arrivée des migrants. Hein. Et maintenant, on voit très bien que l'Europe ne veut plus de migrants, hein, et qu'il va y avoir
un blocage total des frontières. Hein. Alors on est encore, non, on veut encore les accueillir, les pauvres migrants. On a Mamoudou, qui est un brave garçon, hein, on montre un exemple encore en France, mais ça c'est les restes d'une politique qui avait été instaurée par l'Amérique d'avant Trump pour couler l'Europe sous un flot de migrants très difficile à gérer économiquement, hein, qui aurait fait une baisse en fin de compte économique, parce que c'est des flots d'individus très durs à gérer, entraînant des troubles et entraînant une concurrence interne dans l'Europe, et bien sûr un affaiblissement européen et des troubles internes. Donc c'était le but, on s'en remettrait, hein, mais maintenant il va y avoir un blocage, mais il y a encore cette inertie, il y a encore cette Afrique qui essaye de remonter et qui est encore sous l'effet de cette politique américaine, hein, et pro-migrants, et en plus des réseaux sociaux et des télés qui montrent l'Europe, hein, mais maintenant c'est fini, l'Europe se ferme, vous avez vu l'Italie qui se ferme, tout le monde se ferme, hein, l'Europe va se fermer comme une huître, hein, les migrants ne vont plus pouvoir rentrer, le défi qui vient, c'est de permettre à l'Afrique, hein, maintenant qu'il y a une espèce de paix mondiale et un équilibre, et en fin de compte, la mort progressive de ces grosses sociétés américaines qui mettaient en fin de compte le monde à l'amende, hein, des pétroles conventionnels, hein, qui sont en train de crever, hein, doucement. Maintenant, le nouveau défi, c'est de moderniser l'Afrique et de permettre à l'Afrique de se développer, hein, d'une façon équitable, de se développer, et en plus de permettre à l'Afrique de devenir, en fin de compte, un partenaire économique de tous les puissances et grosses puissances du monde, hein, que sont l'Eurasie qui est en train de naître avec une Allemande hyper puissante, une Russie hyper puissante, une alliance Russie-Chine, une alliance Russie-Allemagne, une alliance Russie-Amérique, et une Amérique qui continue encore à gérer le monde, hein, à sa sujet, qui est extrêmement puissante, mais qui perd son hégémonie pour gagner son autarcie totale grâce à une quantité énorme de gaz et de pétrole de schiste et à son, on va dire, à son monopole sur la modernisation de toutes les exploitations de pétrole et de gaz de schiste. Voilà, 47 minutes, 50 minutes. Cette vidéo paraît longue, elle va être suivie peut-être par des spécialistes, hein. Si vous voyez des choses fausses, vous pouvez me prévenir, ça va être très dur, hein, parce que c'est purement de l'énergie, vous voyez qu'il n'y a aucun émotionnel, et vous voyez qu'en fin de compte, tout n'est qu'énergie, et qu'il y a eu un changement radical de flux énergétique depuis l'arrivée de Donald Trump, et que nous avons assisté à une des plus grandes guerres entre producteurs énergétiques qu'il y a eu au monde, guerre qui n'a pas fait beaucoup de morts, mais guerre qui a été menée d'une façon terriblement sournoise par les pétroles et les gaz conventionnels, et qui a été gagnée d'une façon magistrale par les pétroles et les gaz non conventionnels qui soutenaient Donald Trump, comme Donald Trump était aussi soutenu par la Russie, mais Donald Trump était aussi soutenu par une grande partie des Américains qui en avaient marre des menteurs du gouvernement Obama ou du futur gouvernement Clinton, ils auraient cru qu'avec Clinton, qui étaient des menteurs, hein, qui mentaient aux gens. Ils ont bien vu que ces gens n'étaient pas des gens qui basaient leur politique sur le bien des hommes, sur l'aide, la lutte contre le terrorisme et l'aide aux populations. Non, c'était des prédateurs énergétiques purs et durs qui, en fin de compte, mentaient au peuple, et le peuple l'a vu et a voté Trump. Trump qui est un patriote, qui travaille pour les intérêts des Américains et qui a su créer une grande alliance mondiale et une paix mondiale. Voilà, malgré ses allures vulgaires. Et quand il est vulgaire, grossier ou raciste, sachez que c'est tout simplement pour paraître humain, hein, c'est un maître de la télé-réalité, c'est un acteur, et avoir le vote des Américains moyens, hein, au front un peu bas, mais au grand cœur. A bientôt, c'était Fred Delavier, petite vidéo de calorologie pour vous éveiller. Salut!